Dans les années sombres et turbulentes qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, une organisation émergeait de l'ombre avec un objectif sinistre et ambitieux, les jeunesses hitlériennes. Nées du fervent nationalisme et de la propagande implacable du Troisième Reich, ces rangs de jeunes sont devenus le cœur battant de l'idéologie nazie. Avec un mélange inquiétant de discipline militaire et d'endoctrinement idéologique, les jeunesses hitlériennes aspiraient à créer une génération loyale, prête à tout sacrifier pour la vision déformée d'un avenir à rien, rêvant d'une Germanie resplendissante et toute-puissante. La camaraderie forgée dans ces environnements ne cimentait pas seulement la loyauté au Führer, mais semait également les graines de la haine envers ceux considérés comme les ennemis du Reich. À mesure que la guerre se déchaînait en Europe, les jeunesses hitlériennes dépassèrent leur objectif initial, devenant des soldats d'une idéologie destructrice. L'implacable 12e division Hitlerjugend des SS, formée par ces jeunes, fut lancée en première ligne, affrontant un monde qu'ils commençaient à peine à comprendre. Comme l'a dit un jour Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes, « J'ai construit une jeunesse devant laquelle le monde reculera. » Rejoignez-nous pour explorer l'histoire formidable des jeunesses hitlériennes, pénétrées dans les recoins sombres de leur endoctrinement. Bienvenue au conte de Léonard de Vinci. Le chemin initial des jeunesses hitlériennes, la marche vers la dévotion. La marche en avant des jeunesses hitlériennes commence officiellement en l'année 1926. Cette milice d'adolescents naît de la nécessité d'endoctriner et de rassembler des troupes pour défendre le pays contre de futures menaces, ainsi qu'un investissement à long terme pour former un groupe avec une pensée ou un idéal commun au pouvoir. On cherchait à inculquer 3 valeurs fondamentales du parti: la loyauté envers Hitler, la suprématie raciale et la préparation à la guerre. Avant le début du programme, il existait une culture de scout influencée par les Britanniques où l'on promouvait des expériences en plein air, le travail d'équipe et le service communautaire. Devant la nécessité d'une armée strictement entraînée pour de futurs conflits, l'idée de créer des camps de scouts est née pour lentement évoluer en une milice partageant les mêmes idéaux du parti et la même haine envers les ennemis de l'Allemagne. Au début des jeunesses hitlériennes, elles étaient peu organisées, avec peu de membres et des idées vagues sur ce qu'il fallait faire, à part endoctriner les enfants avec l'idéal nazi. Pour répondre à tous ces besoins, le parti nazi sélectionna Baldur von Schirach comme directeur. Von Schirach était un militant de premier plan du parti et un dévot du Führer depuis les premiers jours, étant un membre actif depuis la décennie de 1920. Sa rapide ascension fut due à son engagement et son charisme, qualité fondamentale pour se connecter avec les jeunesses hitlériennes. En 1931, il fut nommé leader de la jeunesse du Reich, et l'année suivante, il prit le commandement de la milice juvénile. Avec le temps, Schirach démontra des compétences organisationnelles et de leadership en structurant les jeunesses hitlériennes en une organisation plus formelle, avec une structure plus définie et développée. Sous sa direction, des programmes et des activités furent établis pour 16 membres. Schirach promouvait également activement l'idéologie nazie parmi les jeunes, encourageant la loyauté à Hitler, le nationalisme extrême et le rejet des ennemis du régime. La méthode de recrutement employée par le directeur et le parti impliquait non seulement de convaincre les jeunes intéressés, mais aussi de persuader leurs parents, qui devaient accepter l'absence de leurs enfants pendant plusieurs jours, voire des semaines, lors de leur participation aux activités des camps. Une fois que les parents accordaient leur confiance, le parti faisait tout son possible pour que les jeunes croient et obéissent inconditionnellement aux ordres du Führer. Bien que la perception externe des jeunesses hitlériennes puisse susciter des critiques ou des préoccupations, de nombreux parents ne voyaient pas de problème à envoyer leurs enfants dans ces camps. En fait, certains partageaient pleinement les idéologies du parti nazi et considéraient comme positif que leurs enfants soient endoctrinés, tant qu'ils pouvaient également profiter d'activités sportives, entrer en contact avec la nature et socialiser avec d'autres enfants. Cette acceptation de certains parents reposait sur leur affinité avec les principes politiques du régime, ce qui les amenait à voir d'un bon œil la formation idéologique reçue par leurs enfants dans les jeunesses hitlériennes. C'était le point de départ, car en 1926, Hitler n'était pas encore au pouvoir. Pour cela, il devait attendre encore quelques années. Avec l'ascension de Hitler au pouvoir en 1933,
L'influence et la portée des jeunesses hitlériennes se sont considérablement étendues. En 1932, un an avant que Hitler ne devienne chancelier d'Allemagne, la milice juvénile comptait 108 000 membres. Cependant, avec l'avènement du régime nazi et sa campagne intense de propagande, ce nombre augmenta considérablement. En 1940, à l'apogée du régime, les jeunesses hitlériennes avaient grandi jusqu'à atteindre le nombre impressionnant de 8,7 millions de membres, devenant l'une des milices les plus puissantes de l'époque. Avec le passage des années, de plus en plus d'adolescents voulaient prouver leur valeur dans des sports et des exercices complexes, et beaucoup d'entre eux étaient fiers de porter l'uniforme de la milice. Ils se sont vite rendus compte qu'être là leur apportait des avantages sociaux et du respect dans leur communauté. Pour en encourager davantage, le ministère de la Propagande se consacrait à produire des films mettant en avant les jeunesses hitlériennes, montrant leurs réalisations, leurs activités et surtout les idéaux physiques et faciaux que tous les Allemands étaient censés aspirer à atteindre. Ce film n'avait pas seulement un impact sur la communauté nationale, mais attirait aussi l'attention de la communauté internationale, qui voyait avec inquiétude comment une génération d'enfants était préparée pour la guerre. À mesure que les nazis consolidaient leur domination, ils intégraient encore plus la jeunesse hitlérienne dans la structure de l'État, consolidant ainsi son influence sur la jeunesse allemande et son rôle dans la société. En 1936, toutes les autres organisations de jeunesse en Allemagne furent dissoutes et absorbées par la jeunesse hitlérienne, la transformant en la seule organisation de jeunesse légale du pays. Forger la jeunesse du Troisième Reich, entre camps d'entraînement et endoctrinement idéologique. Les entraînements dans les camps des jeunesses hitlériennes se déroulaient dans divers lieux, principalement dans des zones rurales et boisées qui fournissaient suffisamment d'espace pour des activités en plein air. Ces endroits comprenaient des champs ouverts, des montagnes et des zones proches de rivières ou de lacs, recréant des environnements qui imitaient fidèlement les scénarios où se dérouleraient les batailles pendant la Seconde Guerre mondiale. La capacité de ces camps à héberger les jeunes variait largement, de centaines à des milliers de membres. Les jeunesses hitlériennes soumettaient leurs membres à des exercices exténuants, soigneusement conçus pour renforcer à la fois le corps et l'esprit des jeunes. Parmi ces activités figuraient des marches de longue distance avec des sacs à dos lourds, des défis qui promouvaient non seulement la résistance physique, mais aussi la discipline et l'esprit d'équipe entre les participants. Pendant ces marches, les adolescents parcouraient des routes pouvant s'étendre jusqu'à 20 km, tout en portant des charges pouvant atteindre 8 kg dans leur sac à dos. Les jeunes des jeunesses hitlériennes participaient à une grande variété de sports, des plus populaires comme le football et l'athlétisme, jusqu'à des disciplines plus spécialisées comme le tir à l'arc et l'équitation. L'un des aspects les plus marquants de cette instruction était l'entraînement aux armes. Les jeunes apprenaient à manier des fusils, des pistolets et d'autres armes à feu sous la supervision d'instructeurs spécialisés. Ils apprenaient comment nettoyer, charger et tirer correctement les armes, ainsi que les tactiques de combat de base et les manœuvres de patrouille. L'entraînement aux armes était fondamental pour les jeunesses hitlériennes, car il leur permettait de se familiariser avec l'équipement militaire et les préparait à des rôles potentiels dans l'armée, les plus habiles pouvant être transférés à la SS. À travers des sessions de pratique régulières, les jeunes acquéraient confiance en leur capacité à manier les armes à feu de manière sûre et efficace. L'entraînement aux armes ne se limitait pas à l'aspect technique, mais avait aussi une composante psychologique cruciale. Il enseignait à garder son calme sous pression et à agir sans peur sur le champ de bataille. En outre, il y avait des exercices de combat au corps à corps, des pratiques de défense personnelle et des simulations de combat. Dans les premières années, tout semblait avoir un ton naïf, mais au fur et à mesure que le parti nazi se consolidait dans toutes les régions du pays, les choses prenaient une tournure différente et peu à peu l'organisation des jeunesses hitlériennes montrait son vrai visage et son objectif réel. Le régime nazi cherchait à éliminer complètement les autres minorités ethniques qu'il considérait contraires au supposé gène arien, un terme utilisé par le Führer pour promouvoir sa vision évolutive de l'humanité, dans laquelle les autres races étaient en développement, tandis que les Allemands étaient au sommet de l'évolution. Pour mener à bien cette entreprise brutale, le Troisième Reich construisit des camps de concentration destinés à enfermer et éliminer systématiquement les Juifs,
prenant la vie d'un nombre estimé entre 5 et 6 millions de victimes. En outre, le régime nazi s'acharnait à éliminer des centaines de milliers de Roms tout en essayant d'augmenter la natalité de la population aryenne. Les nazis aspiraient à démontrer au monde la supposée supériorité physique et esthétique du peuple allemand, promouvant l'idée qu'il possédait l'intelligence et les capacités physiques nécessaires pour être parfait sur le champ de bataille. Dans ce but, le régime nazi cherchait à créer un groupe de super-soldats, idéalisés comme l'incarnation ultime de la race aryenne. Pour les Britanniques et les Américains, cette histoire semblait sortie d'un film de science-fiction, mais telle était la réalité sous l'immense pouvoir de Hitler. Ils soutenaient tellement le concept de la supériorité génétique qu'ils éliminaient même ceux qui représentaient une menace pour les générations futures. Le traitement des enfants faibles, ayant des handicaps ou des problèmes mentaux, était une charge pour l'État. Pour cette raison, des programmes spécifiques furent mis en place pour pratiquer l'euthanasie sur ce groupe de minorités. C'est ainsi qu'est né le programme connu sous le nom d'Action T4, chargé de pratiquer l'euthanasie sur des milliers de patients vivant dans des hôpitaux et des centres de soins et souffrant de divers handicaps physiques et mentaux. Depuis son lancement en 1939 jusqu'à la fin de la guerre, cette sinistre initiative a mis fin à la vie d'environ 300 000 personnes innocentes, dans un acte cruel et impitoyable qui reflétait la brutalité du régime nazi. Il existait d'autres programmes du gouvernement nazi qui franchissaient toutes les limites compréhensibles, comme celui de réaliser des stérilisations forcées des personnes ayant une supposée génétique indésirable pour le pays. Lorsque des unions entre Allemands, Aryens et Juifs survenaient, ce qui était strictement interdit, les jeunesses hitlériennes n'étaient pas seulement une milice, elles étaient le plan pour germaniser complètement l'Allemagne et abandonner tout autre type de génétique qui ne respectait pas les traits aryens, tels que la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds, la taille et la constitution physique spécifique, entre autres caractéristiques communes aux Allemands. Adolf Hitler lui-même, lors d'un acte devant une foule de jeunes, prononçait à haute voix le discours suivant : « Pour moi, un jeune Allemand doit être mince et agile, rapide comme un lévrier, coriace comme le cuir et dur comme l'acier. » Dans le Troisième Reich, toutes les exigences devaient être respectées par tous les citoyens, y compris les enfants. Les membres de cette organisation étaient endoctrinés pour haïr et affronter d'autres ethnies. Dès 14 ans, on leur enseignait que les communistes étaient considérés comme des démons, tout comme les juifs, qui étaient tenus pour responsables de la ruine du pays. Ayant un esprit en développement précoce, ils croyaient tout ce que les adultes leur disaient, car la propagande nazie était la seule information disponible pour eux. Temps sombre. La cruelle réalité des jeunesses hitlériennes. Pendant le régime de Hitler, un aspect sombre était le traitement réservé à ceux qui n'atteignaient pas les aptitudes physiques nécessaires pour accomplir les exercices dans les camps des jeunesses hitlériennes. Personne ne montrait de compassion pour les adolescents minces et faibles. Ceux qui ne pouvaient pas suivre les entraînements en raison de leur faiblesse physique ou d'autres limitations pouvaient faire face à différents types de conséquences. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes qu'ils subissaient des brimades de manière systématique, il est possible que certains aient été confrontés à une certaine pression sociale ou discrimination en ne pouvant pas répondre aux normes physiques exigées. Dans un régime si centré sur l'idéologie de la supériorité physique et la préparation à la guerre, ceux qui ne pouvaient pas participer pleinement aux activités d'entraînement étaient vus comme un fardeau pour l'organisation. Cela aurait pu entraîner des formes d'ostracisme social, de discrimination, ou même des exclusions délibérées de certaines activités au sein de la milice. L'organisation s'était totalement détachée des similitudes avec les scouts et elle était devenue une milice. La manière de traiter les membres était devenue radicalement différente, plus froide et exigeante. Dans certains cas, les chefs des camps, ceux qui devaient être responsables des enfants, étaient durs et n'hésitaient pas à insulter ceux qui étaient incapables de réaliser un exercice militaire. Il y avait aussi des femmes dans les jeunesses hitlériennes et la section féminine de cette organisation s'appelait la Ligue des jeunes filles allemandes. Contrairement aux hommes, le rôle des femmes dans l'organisation se concentrait sur les rôles traditionnels de genre et la préparation à leur futur rôle d'épouse et de mère dans l'Allemagne du Troisième Reich. Elles recevaient également une formation idéologique et participaient à des activités patriotiques et communautaires,
mais leur entraînement ne se concentrait pas autant sur les aspects militaires que celui des hommes. Les femmes étaient formées à des compétences considérées comme plus appropriées à leur genre dans le contexte nazi, telles que la couture, la cuisine, l'entretien de la maison et l'éducation des enfants. La différence qui existait dans l'entraînement reflétait la vision du régime nazi des rôles de genre et de la division du travail entre hommes et femmes dans la société. Alors que les hommes étaient préparés à être des soldats et des défenseurs de la patrie, les femmes apprenaient à être des épouses obéissantes et des mères dévouées, contribuant ainsi au maintien et à la propagation de l'idéal nazi de la famille et de la communauté. D'un point de vue moderne, cela peut être perçu comme quelque chose de vil et sombre, mais il faut noter que certaines femmes au sein de l'organisation ont pu trouver un sens de but et de communauté, et certaines ont même bénéficié de certains privilèges ou avantages fournis par leur affiliation au régime nazi. La participation des femmes aux jeunesses hitlériennes a également eu des implications plus larges dans la société nazie. En promouvant une vision conservatrice et patriarcale de la famille et du genre, le Troisième Reich cherchait à renforcer son contrôle sur la population et à encourager la conformité à ses idéaux politiques et sociaux. Les femmes étaient considérées comme les gardiennes de la tradition et de la moralité, et on leur apprenait à valoriser leur rôle dans le foyer et l'éducation des enfants comme une contribution vitale au bien-être de la nation allemande. Malgré les restrictions imposées par le régime, certaines femmes au sein des jeunesses hitlériennes ont trouvé des moyens de résistance et d'autonomie. À travers la solidarité avec d'autres femmes et le soutien mutuel, elles ont pu défier les normes de genre et rechercher une plus grande liberté et autonomie dans les limites imposées par le système, qui n'était pas peu nombreux. Cependant, ces formes de résistance étaient difficiles et risquées, car le régime nazi exerçait un contrôle strict sur tous les aspects de la vie publique et privée, ce qui incluait un rejet de tous ceux qui menaçaient. L'idée de la tradition familiale était éliminée. Les jeunes avec une orientation homosexuelle au sein des jeunesses hitlériennes et dans l'Allemagne nazie en général faisaient face à une stricte interdiction et de sévères représailles simplement en raison de leur orientation sexuelle. Le régime nazi promouvait une vision extrêmement conservatrice de la sexualité, qui mettait l'accent sur l'hétérosexualité comme le seul comportement sexuel acceptable et encourageait la reproduction comme un devoir envers la nation. Plus le taux de natalité augmentait, plus l'armée nazie serait grande dans les années suivantes. Les homosexuels étaient persécutés et considérés comme une menace pour la prétendue pureté et la force de la race aryenne. Dans les jeunesses hitlériennes, tout signe d'homosexualité parmi les membres était sévèrement puni, et ceux qui étaient identifiés comme tels faisaient face à l'ostracisme social, au harcèlement et à l'exclusion de l'organisation. Dans l'Allemagne nazie, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés, emprisonnés et même assassinés dans les camps de concentration. Il n'était pas difficile de rester dans cette milice, puisque la plupart étaient des jeunes. Ils devaient se comporter comme des adultes, accomplir des tâches d'adultes et restreindre une dizaine de désirs souffrant des impositions de l'État. Certains enfants ont décidé d'abandonner les camps des jeunesses hitlériennes pour diverses raisons. Parmi elles, il y avait le mécontentement face aux conditions d'entraînement, le rejet de l'idéologie nazie ou le désir d'être avec leur famille. De plus, certains jeunes pouvaient avoir éprouvé des difficultés physiques ou émotionnelles pendant l'entraînement, ce qui les amenait à prendre la décision d'abandonner. Les représailles pour les enfants qui prenaient la décision d'abandonner le camp pouvaient être sévères. L'État pouvait également prendre des représailles indirectes, comme l'exclusion de certains avantages sociaux ou éducatifs pour les déserteurs et leurs familles, ou le refus de possibilités de travail ou d'éducation à l'avenir. Dans certains cas, les déserteurs pouvaient faire l'objet de représailles physiques ou d'intimidation de la part des membres du parti nazi ou des jeunesses hitlériennes elles-mêmes. Ces représailles visaient à décourager la désertion et à renforcer le contrôle social sur les jeunes Allemands pendant le régime nazi. La nuit de cristal, l'horrible discrimination nazie. Hitler et son cabinet, en particulier le ministre de la propagande Joseph Goebbels, étaient experts en manipulation des masses. Ils ont commencé à mettre en œuvre des stratégies politiques, culturelles et sociales pour gagner le soutien de la majorité de la population. Une de ces stratégies était d'identifier un ennemi commun. Depuis l'ascension de Hitler en 1933,
Une discrimination systématique contre les Juifs a été planifiée, utilisant à la fois la société civile pour fomenter la haine et le pouvoir de l'État pour mettre en œuvre des lois antisémites. L'un des affrontements les plus féroces contre cette communauté minoritaire fut l'événement connu sous le nom de Kristallnacht ou la Nuit de Cristal. La nuit du 9 novembre 1938 fut l'une des plus sombres, surtout pour les commerçants juifs qui ont subi des attaques contre leur commerce, des incendies criminels et même des homicides. Son nom vient du fait que le principal objectif des citoyens était de briser les vitrines des commerces juifs afin que la société sache où ne pas acheter, car ils étaient déjà marqués. Cette action a été réalisée comme méthode de boycott contre le commerce juif, impulsé par l'État. Pour utiliser les Juifs comme boucs émissaires des problèmes de l'Allemagne, ils ont commencé à promouvoir l'idée que les Juifs avaient un contrôle démesuré sur le commerce national et les banques. Bien que ces théories manquent de fondements solides, la société était tellement saturée de propagande antisémite qu'elle a fini par y croire. Cela a provoqué la colère d'une foule avide de trouver un coupable aux problèmes qui affligeaient l'Allemagne, semant ainsi la haine dans la population. Dans cette violence encouragée, environ 91 Juifs sont morts, et elle a été réalisée avec l'intention de les éliminer de la vie publique, étant le premier pas vers l'éradication des Juifs du pays. Pendant ces actes brutaux, non seulement des civils ont participé, mais aussi des forces paramilitaires nazies, y compris les jeunesses hitlériennes. Il était courant de voir des jeunes commettre des actes de vandalisme dans les rues, jeter des pierres sur des synagogues et des commerces, et même sur les maisons des personnes d'origine juive. Ils se dirigeaient en groupe vers les ghettos et attaquaient avec une violence propre aux adultes et non aux enfants, détruisant les maisons et attaquant les familles juives. Ils marchaient également pour inciter les autres citoyens allemands à ne pas acheter dans les commerces juifs, afin de boycotter l'avenir économique de cette communauté. Le lavage de cerveau commençait dès le plus jeune âge, et sous le régime totalitaire de Hitler, il était difficile d'avoir une perspective différente. En raison de l'endoctrinement systématique de l'État, tous maltraitaient et humilièrent les Juifs, faisant de l'événement de la Nuit de Cristal un point de rupture qui a précédé l'Holocauste. Les tensions entre civils allemands, groupes paramilitaires et juifs ont commencé quelques années avant le conflit de 1938. 5 ans avant, les nazis ont promulgué une loi pour expulser les Juifs des emplois dans la fonction publique, c'est-à-dire que les Juifs non-aryens ne pouvaient pas occuper de postes dans le gouvernement, l'éducation et d'autres institutions publiques. En 1935, le gouvernement a promulgué la polémique « Loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand », qui a légalisé la discrimination raciale contre les Juifs. Cette loi interdisait également les mariages et les relations sexuelles entre Allemands, Aryens et Juifs, dans le but de préserver la prétendue pureté génétique. Après des années sous le contrôle mental de la propagande nazie et après être né dans un environnement inculquant une haine sans justification autre que celle dictée par le Führer, en 1938, de nombreux Allemands partagèrent ces idées antisémites. Cependant, tous ne soutenaient pas ces actes. Certains Allemands n'étaient pas exposés à la propagande de manière aussi intense ou n'y croyaient tout simplement pas, et par conséquent, ils s'opposaient à ces actions. Toutefois, exprimer ouvertement leur désapprobation pouvait entraîner des problèmes, donc beaucoup ont choisi de rester silencieux. Le chemin des jeunesses hitlériennes, préparation pour le conflit et le devoir national. Bientôt, les jeunesses hitlériennes se prépareraient à mettre en pratique sur le terrain les tactiques de guerre qu'elles avaient perfectionnées pendant des années. En 1939, alors que l'économie allemande connaissait une reprise, la figure de Hitler s'élevait avec un pouvoir de plus en plus consolidé. Après avoir subi la récession laissée par la Grande Guerre dans les années 30, l'économie a commencé à se redresser grâce à une série de mesures économiques mises en place par le parti nazi, telles que la création d'infrastructures comme les autoroutes, l'activation de l'industrie lourde et le réarmement de l'armée, favorisant ainsi le plein emploi. Comme tout tyran, les désirs d'invasion et de pillage d'autres nations ont commencé à émerger, et ce fut la Pologne qui fut choisie pour être la première invasion officielle du Troisième Reich, une parmi tant d'autres qui suivirent. Le 1er septembre 1939, les forces armées allemandes dirigées par Hitler attaquèrent par surprise la Pologne sous une invasion éclair, utilisant les forces aériennes, terrestres et maritimes
pour neutraliser instantanément l'ennemi. La justification de Hitler pour envahir cette nation était que, pendant la Première Guerre mondiale, sous le traité de Versailles, l'Allemagne avait dû abandonner des territoires polonais. Lorsqu'ils ont cédé ces territoires, le traité ordonnait également de remettre des territoires appartenant à l'Allemagne, ce qui poussa Hitler à vouloir récupérer ces terres tout en prenant possession de l'ensemble de la Pologne. Cette invasion fut largement condamnée par la communauté internationale qui craignait qu'elle ne déclenche une invasion suivante en raison du pouvoir militaire nazi croissant en puissance et en efficacité. Après la victoire rapide en Pologne, qui n'a duré que 17 jours, les jeunesses hitlériennes furent encore plus imprégnées d'un fervent nationalisme et d'un sentiment de mission. La propagande nazie était si efficace qu'on enseignait aux jeunes que l'invasion de la Pologne était justifiée par le fait que cette nation avait beaucoup d'espace libre pour être peuplée. En raison de l'opposition de la Pologne à ce plan, les Allemands devaient éliminer tout obstacle sur le chemin de l'expansion du nouvel empire. Pour de nombreux jeunes Allemands, la conquête rapide de la Pologne servit de validation de l'idéologie nazie et de leur rôle dans la société. On cherchait également à présenter l'invasion comme un acte de justice historique, revendiquant des territoires considérés comme légitimement allemands, comme les zones de Prusse orientale et la région de Silésie. Cette dernière était reconnue pour son industrie minière prospère, notamment en charbon et en fer, des ressources naturelles cruciales pour le développement industriel et militaire du pays. De plus, le contrôle de ces territoires permettait à l'Allemagne d'étendre son accès aux matières premières et de renforcer sa base économique et industrielle. C'étaient des temps sombres pour les jeunesses hitlériennes, car une fois la guerre commencée, ils devaient participer à diverses tâches pendant le conflit. Il y a des CA documentés de jeunes âgés de 14 à 18 ans qui furent obligés de participer à la bataille. Bien que ce ne soit pas une pratique généralisée, la pénurie de soldats aptes à combattre sur les lignes de front obligeait les jeunes à assumer cette tâche. S'ils ne faisaient pas cela, ils aidaient d'autres manières, comme en servant de messagers, d'auxiliaires logistiques, de défense civile et d'autres fonctions non combattantes. Pendant ces années, la chose la plus importante pour le Troisième Reich était d'empêcher l'avance des forces alliées à tout prix. Personne ne pouvait refuser de participer au conflit, et le parti nazi avait tout conçu pour que cela n'arrive pas. Lorsque l'affiliation à cette organisation devint obligatoire, en 1936, sous la loi de la jeunesse du Reich, ceux qui refusaient de rejoindre couraient le risque que leurs parents soient sanctionnés et pouvaient même faire face à la possibilité d'emprisonnement. Le régime nazi exerçait une grande pression sociale sur les familles pour qu'elles se conforment aux lois et politiques établies. Parmi les témoignages sur la pression pour rejoindre les jeunesses hitlériennes pendant le régime nazi, se distingue le récit de l'écrivain allemand Sebastian Haffner dans son ouvrage « Histoire d'un Allemand ». Haffner décrit comment l'inscription dans les jeunesses hitlériennes devint obligatoire, générant des tensions dans les familles allemandes. Lui-même résista initialement, mais l'inquiétude de son père pour les éventuelles répercussions familiales le persuada finalement. Son témoignage illustre comment l'obligation de rejoindre les jeunesses hitlériennes impliquait non seulement des risques pour les jeunes, mais aussi des tensions au sein des familles qui faisaient face à la pression du régime. Jeunesse dans les tranchées, l'ascension et la chute de la 12e division SS Panzer. En ce qui concerne les jeunes appartenant aux jeunesses hitlériennes qui participèrent à la guerre, il y a des CA particuliers qui se distinguent dans l'histoire, comme celui de la 12e division SS Panzer. Cette unité militaire fut l'une des plus singulières et perturbantes du Troisième Reich, principalement composée d'adolescents. Cette division fut créée en 1943, lorsque le régime nazi, face à la pression croissante des Alliés, décida de recourir à ces jeunes les plus fervemment endoctrinés pour renforcer ses forces armées. Ceux qui démontraient un engagement idéologique et physique plus fort étaient sélectionnés pour recevoir une formation militaire plus intensive, similaire à celle que reçurent les jeunes de la 12e division SS Panzer. Le noyau de cette division était composé d'adolescents de 16 à 18 ans qui, sous le commandement d'officiers expérimentés des Waffen-SS, se préparaient à affronter la pire face de la guerre. L'un des moments les plus significatifs pour cette division fut sa participation à la bataille de Normandie en juin de 1944. Après le débarquement allié sur les plages de Normandie,
La division fut envoyée au front pour contrer l'avancée des forces britanniques et canadiennes. Malgré leur jeunesse, les soldats combattirent avec une ténacité et une férocité qui surprirent leurs ennemis, reflétant à la fois leur endoctrinement et leur défense désespérée du Troisième Reich. La réalité du combat fut brutale pour ces jeunes soldats. L'un des témoignages reflète la dureté de ce jour. La bataille de Normandie fut un enfer. Nous avons combattu de toutes nos forces, mais nous étions surpassés en nombre et en ressources. Les Alliés nous attaquaient de toutes les directions. Nous voyions nos amis mourir et beaucoup d'entre nous furent blessés. Pourtant, nous n'avons jamais perdu la foi en notre cause et en notre fureur. Nous avons combattu avec courage et détermination, mais au final, nous étions jeunes face à une machine de guerre beaucoup plus grande et puissante. La bataille de Normandie fut une expérience que nous n'oublierons jamais, et bien que nous ayons perdu, nous ne nous sommes jamais rendus. Ils affrontèrent des bombardements massifs, des attaques de chars et l'offensive implacable des Alliés. Ils subirent de lourdes pertes en raison de leur inexpérience et de la féroce résistance alliée. La division, bien qu'elle ait réussi à retarder temporairement l'avancée alliée, ne put changer le cours de la guerre sur le front occidental. Au fur et à mesure que la guerre avançait vers sa fin, la situation de la 12e division SS Panzer devint désespérée. Dans la défense finale de l'Allemagne, ces jeunes combattants furent impliqués dans certaines des batailles les plus sanglantes et chaotiques, y compris la défense de Berlin. Beaucoup d'entre eux moururent au combat, d'autres furent capturés, et certains tentèrent de s'échapper de la défaite imminente. Parallèlement à la formation et au déploiement de la 12e division SS Panzer, le Troisième Reich créa la Volkssturm en octobre de 1944, dans une tentative désespérée de mobiliser la population civile pour la défense finale de l'Allemagne. Cette milice populaire fut conçue alors que la guerre était clairement en défaveur de l'Allemagne et que le régime nazi cherchait par tous les moyens à renforcer ses lignes avec toutes les ressources disponibles. La Volkssturm, connue sous le nom de Tempête du peuple, était composée de tous les hommes allemands de 16 à 60 ans qui n'étaient pas inscrits dans le service militaire actif. Cela incluait des adolescents qui n'avaient pas été recrutés pour des unités comme les jeunesses hitlériennes, des hommes plus âgés, et même ceux qui avaient été considérés inaptes au service militaire régulier pour diverses raisons telles que des maladies. La création de la Volkssturm fut annoncée par Joseph Goebbels, et l'organisation fut rapidement structurée sous le commandement du parti nazi. La structure et la formation de la Volkssturm étaient extrêmement rudimentaires. En raison du manque de temps et de ressources, les recrues reçurent très peu de formation militaire, en comparaison avec la formation intensive qu'avaient reçue les membres de la 12e division SS Panzer. Beaucoup des membres de la Volkssturm furent équipés d'armements obsolètes ou improvisés, et manquaient de l'expérience et de la discipline des soldats réguliers. Malgré ces lacunes évidentes, la Volkssturm fut lancée dans la bataille sur de multiples fronts, notamment dans la défense de Berlin et d'autres villes clés contre les avancées alliées et soviétiques. Dans la défense de Berlin, ses membres se trouvèrent impliqués dans des combats extrêmement sanglants et chaotiques. De jeunes inexpérimentés, des hommes âgés et des civils furent envoyés pour affronter des forces ennemies bien mieux équipées et entraînées. Bien que certains de ses membres aient montré un courage notable, le manque de préparation et d'équipement adéquat se traduisit par de très lourdes pertes et une efficacité limitée sur le champ de bataille. Avec la reddition de l'Allemagne en mai de 1945, cette division cessa d'exister, ainsi que les autres. Les survivants affrontèrent un avenir incertain dans un pays dévasté. Pendant le processus de dénazification mené par les Alliés, beaucoup de ces jeunes furent soumis à des interrogatoires et, dans certains cas, à des procès pour leur participation à des crimes de guerre. Ils ne pouvaient qu'attendre le pire pour leur avenir, un avenir arraché par une poignée de personnes au pouvoir. Le jugement dernier, exécution et justice sommaire au crépuscule du Reich. Les derniers jours de Hitler étaient comptés, et les préoccupations pour la chute imminente du régime se matérialisaient au fil des semaines. Lorsque l'armée rouge soviétique avançait vers Berlin, de nombreux jeunes Allemands, y compris certains membres des jeunesses hitlériennes, se virent impliqués dans la défense désespérée de la capitale allemande. Ces adolescents furent mobilisés pour aider à la défense de la ville dans une tentative désespérée de freiner l'avancée soviétique. La situation à Berlin était chaotique et désespérée.
le régime nazi avait mobilisé toutes les forces disponibles pour défendre la ville à tout prix. Ils furent ordonnés de participer à la construction de barricades, de creuser des tranchées et de combattre dans les rues contre l'avancée de l'ennemi, une attaque qui montrait rarement de la pitié. Le destin de ces soldats fut le plus sombre de tous, car beaucoup moururent au combat, tandis que d'autres furent capturés par les forces soviétiques et envoyés dans des camps de prisonniers de guerre. À la fin officielle de la guerre, la milice des jeunesses hitlériennes s'est désintégrée au moment même où les forces alliées sont entrées et ont dominé le territoire allemand. Après le suicide d'Adolf Hitler, de Joseph Goebbels et d'autres hauts responsables du parti nazi, il n'y avait plus rien à faire. La Deuxième Guerre mondiale était enfin terminée. Les forces alliées se sont senties obligées de désarmer ces groupes de jeunes, car, malgré leur jeunesse, beaucoup étaient hautement entraînés et possédaient une dextérité considérable dans la manipulation des armes. Après avoir reçu la nouvelle de la fin du conflit, qui a duré plus de 6 longues années, certains membres de la milice ont choisi de se rendre, tandis que d'autres, influencés par la propagande et l'idéologie nazie, refusaient de céder et se battaient jusqu'à la mort, suivant les ordres du Führer. Certains de ceux présents près du bunker de Hitler s'efforçaient de sécuriser la zone en utilisant toutes les armes ou bombes disponibles, et leur désir fervent de défendre leur leader augmentait leur courage. Ils pensaient à la reconnaissance que cela pourrait leur apporter une fois la guerre terminée, bien que cet espoir ne se soit jamais matérialisé. Pendant ce temps, la majorité des soldats adultes optaient pour la désertion ou la reddition aux forces alliées. À la fin du conflit, de grands efforts ont été faits pour déprogrammer les jeunes Allemands qui avaient été endoctrinés dans l'idéologie nazie, ainsi que pour prévenir toute tentative de réarmer la milice. Des enquêtes ont été menées pour déterminer la responsabilité individuelle des anciens membres des jeunesses hitlériennes dans les crimes de guerre ou les violations des droits humains pendant le régime nazi. Ceux qui ont été identifiés comme responsables d'actions criminelles ont été jugés et condamnés par les tribunaux, tandis que d'autres ont été soumis à des programmes de rééducation et de réhabilitation pour les réintégrer dans la société allemande démocratique et démilitarisée. Quoi qu'il en soit, la vie devait continuer en Allemagne de l'année zéro, qui faisait face à un présent difficile, mais grâce aux efforts du peuple allemand, elle a pu s'améliorer année après année dans un nouvel ordre politique qui a conduit la nation à la gloire, mais pas de la manière imaginée par le régime nazi, car ils ont pu maintenir la paix dans le pays germanique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains membres adolescents des jeunesses hitlériennes ont été fusillés, en particulier dans les dernières années du conflit, à mesure que le désespoir du régime nazi augmentait et que le front de guerre s'effondrait. Ces exécutions ont été menées à la fois par les forces allemandes et par les forces alliées, bien que pour des raisons différentes et dans des contextes différents. En 1945, lorsque la guerre touchait à sa fin et que la situation en Allemagne devenait de plus en plus désespérée, les exécutions sommaires sont devenues plus fréquentes. Le régime nazi, sous une stricte politique de discipline et de loyauté, fusillait ceux qu'il considérait comme des traîtres ou des déserteurs. Des jeunes des jeunesses hitlériennes, beaucoup d'entre eux à peine adolescents, ont été exécutés pour avoir tenté de déserter ou pour avoir refusé de participer à des combats risqués pour leur vie. Ce jugement était sommaire, sans un processus judiciaire dû, et se déroulait sous la pression de la défaite imminente. L'un des cas les plus notoires fut celui des cours martiales volantes, tribunaux militaires itinérants qui voyageaient près du front et prenaient des décisions rapides et sévères. De nombreux jeunes, influencés par la propagande nazie et la pression de leurs supérieurs, faisaient face au dilemme de se battre jusqu'à la mort ou d'être exécutés pour désertion. Les forces alliées, principalement soviétiques, britanniques et américaines, ont également procédé à des fusillades de membres des jeunesses hitlériennes. Celles-ci ont généralement eu lieu dans le contexte de la reddition allemande en 1945 et étaient dues à plusieurs facteurs. À mesure qu'elles avancèrent vers Berlin, les troupes alliées, en particulier les soviétiques, ont rencontré une résistance féroce de la part de la population civile, y compris des jeunes des jeunesses hitlériennes. La brutalité des combats et les atrocités commises par les nazis pendant la guerre ont alimenté les désirs de vengeance. Beaucoup ont été exécutés sommairement en représailles des actions du régime nazi. Après la reddition de l'Allemagne, les fusillades de jeunes considérés comme des fanatiques endoctrinés
ont été menées pour établir le contrôle et dissuader toute résistance ou insurrection. Avec la chute de Berlin en 1945, les forces soviétiques ont trouvé de jeunes combattants de la jeunesse hitlérienne dans les dernières défenses de la ville. Beaucoup ont été exécutés sommairement sur le champ par les soviétiques, qui cherchaient à se venger et à pacifier rapidement la capitale allemande. Dans certains cas, les soldats alliés ont procédé à des fusillades de jeunes prisonniers en représailles des pertes subies et de la résistance acharnée, car dans l'Allemagne de l'année zéro, il n'y avait ni loi ni punition pour les Alliés, qui étaient les vainqueurs de la guerre. Ces exécutions, en particulier celles menées par les forces alliées, se sont déroulées dans un contexte de guerre totale, où les règles de combat et la protection des prisonniers de guerre étaient fréquemment ignorées. Les jugements sommaires ont prévalu jusqu'au début de 1946 et les exécutions étaient menées rapidement et de sang-froid. Témoignage de la cruauté vécue de la jeunesse hitlérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les expériences des jeunes recrutés par la jeunesse hitlérienne reflètent la brutalité d'une génération endoctrinée et sacrifiée durant les dernières années du Troisième Reich. L'un des récits les plus poignants provient d'Alfons Eck, qui a rejoint l'organisation à l'âge de 10 ans et a rapidement gravi les échelons. À 16 ans, Eck se retrouvait à la tête d'un groupe d'adolescents défendant leur village contre l'avancée alliée. L'endoctrinement nazi lui avait inculqué une foi inébranlable dans la victoire du Reich, même lorsque la défaite était imminente. Sous son commandement, ces jeunes, sans formation militaire adéquate, affrontaient des troupes alliées supérieures en nombre et en équipement. Les scènes de combat étaient dévastatrices. Beaucoup de ses compagnons tombaient autour de lui et Alphonse, chargé de la responsabilité de son leadership, devait affronter la réalité qu'il envoyait des enfants à la mort. Le mélange de terreur, de désespoir et la reconnaissance inévitable de sa propre manipulation ont marqué Eck, laissant des souvenirs indélébiles de mort et de destruction. Sa vie ne fut plus jamais la même après la guerre. Un autre témoignage est celui de Melita Mashman, membre de la Ligue des jeunes filles allemandes, qui a vécu une expérience tout aussi troublante. À 15 ans, elle était profondément endoctrinée et participait activement aux activités de propagande et au soutien à l'effort de guerre. Dans son autobiographie, Mashman décrit comment, pendant la bataille de Berlin, elle fut obligée de soigner des soldats blessés, dont beaucoup étaient à peine plus âgés qu'elle, certains mourant dans ses bras. Le manque de fournitures médicales et le désespoir généralisé créaient une atmosphère d'horreur constante. Melita, confrontée à la brutalité de la guerre et à la déshumanisation de ceux qu'on lui avait appris à haïr, commença à remettre en question l'idéologie nazie qu'elle avait jusque-là acceptée sans réserve. La confrontation avec la réalité de la mort et de la souffrance à un si jeune âge lui laissa des cicatrices émotionnelles profondes et la conduisit à un conflit interne sur son rôle dans la guerre et la propagande qu'elle avait contribué à diffuser. Günther Lux, qui fut recruté dans la jeunesse hitlérienne à 16 ans, fut envoyé combattre sur le front oriental, l'un des théâtres de guerre les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Sans formation nécessaire et équipé d'armes obsolètes, Lux et ses jeunes compagnons se retrouvèrent au milieu de batailles sanglantes contre l'armée rouge. Günther se souvient vivement d'une embuscade où son unité fut décimée par les forces soviétiques, entouré des corps de ses amis et compagnons d'armes, luttant pour sa vie dans un chaos absolu. La brutalité du combat, le froid extrême et le manque de fournitures de base faisaient de chaque jour au front une lutte désespérée pour la survie. Lux survécut, mais les horreurs qu'il a vues et la constante proximité de la mort laissèrent une marque indélébile sur son état psychologique, transformant sa jeunesse en un cauchemar vivant. Ce témoignage souligne la cruauté de l'expérience des jeunes dans la jeunesse hitlérienne. Leurs récits illustrent non seulement la souffrance physique et émotionnelle qu'ils ont endurée, mais aussi la manipulation idéologique qui les a conduits à une guerre qu'ils ne comprenaient pas entièrement. La gravité avec laquelle ils narrent leurs expériences, dénuées d'exagération, reflète une vérité dure et douloureuse. Une génération sacrifiée au nom d'une idéologie destructrice. L'histoire de ces jeunes sert de rappel sombre des conséquences de l'endoctrinement et de la guerre et de la résilience de l'esprit humain face à des circonstances extrêmes. De nombreux philosophes et penseurs de renommée internationale se sont demandé comment une nation aussi culturellement avancée que l'Allemagne a pu tomber dans les griffes de l'idéologie de la haine et de la violence incarnée par le nazisme.
Une explication possible réside dans le concept de psychose nationale, qui suggère une condition collective où une société se retrouve plongée dans un état de confusion et de susceptibilité à une manipulation idéologique extrême. Dans ce contexte de psychose sociale, l'émergence des jeunesses hitlériennes prend une importance particulière. La dévastation économique et sociale après la Première Guerre mondiale a créé un terrain fertile pour la propagation du ressentiment et du nationalisme exacerbé, résultant en le recrutement d'enfants et de jeunes au lieu de leur permettre de jouir d'une enfance heureuse et paisible. Ce recrutement massif d'enfants reflète jusqu'où la psychose sociale avait progressé, permettant à la propagande et à l'endoctrinement nazi de pénétrer même dans la sphère la plus vulnérable de la société, la jeunesse. Des figures comme Hegel, dans son analyse de la guerre comme moyen d'affirmation du pouvoir et de l'identité nationale, ont peut-être contribué indirectement à la justification idéologique du militarisme et de l'agression qui caractérisait le régime nazi. Bien que Hegel ne préconisait pas directement la guerre, il reconnaissait son rôle dans la formation des relations politiques et dans la formation de l'État. C'est dans cet état de psychose sociale que la société, en raison des circonstances de l'après-guerre, a décidé de se soumettre au régime nazi, sacrifiant même ses propres enfants et son avenir. Beaucoup de membres de ces jeunesses nazies ont vécu jusqu'à un âge avancé, mais un grand pourcentage a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Des jeunes de 14 à 18 ans ont perdu la vie sur le champ de bataille, dans les rangs et dans les tranchées au moment fort du conflit. Ils étaient nés et morts pour la guerre, comme s'ils n'étaient que de simples pions sur un échiquier.